Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La pensée et les hommes. Aujourd'hui, nous allons évoquer le racisme. Le racisme, c'est une réalité contre laquelle tous les laïcs sont en lutte, mais pas seulement les laïcs. Et j'ai rencontré aujourd'hui diverses personnes qui font partie d'un mouvement de lutte contre le racisme. Je les retrouve dans un instant après notre générique. Alors mes invités d'aujourd'hui sont deux représentants du mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Et j'ai la chance de recevoir le président de cette association, en la personne de Radouane Boulal. Vous présidez donc ce mouvement, et vous, François De Smet, vous êtes le vice-président du mouvement. Donc j'ai la crème du mouvement aujourd'hui, si j'ose dire. Ce mouvement est assez ancien. Ce n'est pas un mouvement qui est né récemment. Et j'aimerais que vous nous retraciez, Monsieur le Président, un petit peu l'histoire de ce mouvement qui remonte à plusieurs dizaines et même à peut-être plus de 50 ans dans l'histoire de notre pays. Oui, c'est vrai que le MRAC, c'est aujourd'hui la principale et plus ancienne organisation antiraciste en Belgique, mais il n'en a pas toujours été comme cela. Le MRAC, c'est né en fait sur les cendres du génocide des Juifs. Une poignée Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. C'est une poignée de résistants juifs communistes qui... de résistants juifs communistes qui, au sortir de la guerre, ont dit « plus jamais ça ». Et ils ont senti le besoin à la fois d'exercer un devoir de mémoire et à la fois de parler de ce qui leur est arrivé. L'antisémitisme était vraiment tout à fait puissant à l'époque. Et donc ils ont commencé à se réunir, à discuter de ces questions-là. Et c'est comme ça que naturellement est né le MRAP, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix. Et ce petit groupe a travaillé comme cela plusieurs années jusqu'en 1960. Alors vous dites « et pour la paix », il y a une petite résonance communiste là, puisque le mouvement pour la paix qui existait après-guerre était un petit peu cornaqué par l'Union soviétique à l'époque. Et vous le disiez vous-même il y a un instant, les fondateurs du MRAP étaient des juifs très progressistes et proches des milieux communistes. C'est absolument vrai, et c'est tant mieux, puisqu'ils trouvaient dans cette force politique-là les moyens de pouvoir dénoncer l'antisémitisme et les moyens de pouvoir construire une société nouvelle. Et vous disiez, c'est dans les années 60 que l'étiquette du mouvement change. L'étiquette change, pourquoi? Parce que dès les années 60, les différentes immigrations prolétaires commencent à arriver en Belgique, marocaines, turques et autres. Il y en avait eu auparavant, mais elles posaient peut-être pas les problèmes spécifiques qu'on posait dans les années 60, les immigrations maghrébines, etc. Parce qu'il y avait eu, avant-guerre et après-guerre, les immigrations italiennes, espagnol, etc. Bien sûr, mais l'histoire du MRAP fait que dans les années 60, lorsque de manière massive des populations immigrées sont venues travailler en Belgique, mais on a constaté que ces populations étaient particulièrement exposées à la xénophobie. Et l'humanisme, l'empathie de ce groupe de juifs communistes, c'était de dire, tiens, ce que vivent ces populations, c'est un petit peu ce que nous avons vécu il y a des années de cela. Eh bien, il faut travailler ensemble. Et le MRAP s'est alors ouvert aux différentes populations étrangères. C'est ainsi que le MRAX, en 1966, a été constitué, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, le nom resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, oui, François De Smet. Je préciser dans la foulée qu'effectivement, on a encore les prémices de cette histoire encore aujourd'hui. Donc nous sommes toujours très actifs sur le devoir de mémoire,
sur l'antisémitisme naturellement, mais aussi sur tout le négationnisme concernant, C'est ça, par donc exemple, vous la luttez Shoah. surtout contre les négationnistes, les représentants Mais de... aussi, et c'est la deuxième chose, Oui. le mouvement, comme l'a dit Radouane, s'adapte à la société. Donc, ce qui était un grand cri de plus jamais ça au sortir de la guerre, a pris acte de l'immigration de masse et des problèmes que cela a causé, est passé par la génération même ne touche pas à mon pote dans les années 80. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que le MRAX est devenu un mouvement complètement pluraliste, où plein de gens de convictions et de confessions différentes se retrouvent avec un même objectif et qui essayent chaque fois de le voir avec la société d'aujourd'hui. Et donc c'est une évolution, quand on voit d'où on vient, qui est extrêmement intéressante. Tout à fait. Je reviens un instant sur la notion ou la question du négationnisme, parce que nous savons bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement le négationnisme, l'expression du négationnisme à propos de la Shoah, il y a aussi un négationnisme relatif à l'affaire turque et aux Arméniens. Il y a aussi un négationnisme par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda ou en Serbie, etc. Je veux dire que le négationnisme n'est pas seulement le négationnisme de l'Holocauste et de la Shoah, il y a aussi le génocide contre les Arméniens perpétré par les Turcs, etc. Et d'autres génocides contre les Tutsis au Rwanda, etc., etc. Donc vous vous occupez de cela aussi. Effectivement, c'est un débat compliqué. Comme vous le savez, il y a déjà une loi qui interdit le négationnisme du génocide des Juifs, qui date de 1995. Et la question se pose toujours, savoir s'il faut étendre le champ de cette loi à deux autres génocides. C'est la position du MRAX, à savoir le génocide arménien. Donc vous dites qu'il faut l'étendre au génocide contre les Arméniens et au génocide contre les Tutsis. Vous ne parlez pas des questions serbes, etc. Mais écoutez, on pourrait, c'est vraiment une question complexe parce qu'il y a rapport à l'histoire. Évidemment, on pourrait se dire qu'il faudrait défendre interdire le négationnisme contre tous les génocides de la planète. Mais notre critère, c'est avant tout de voir, est-ce que tel négationnisme, est-ce que la négation, c'est pas seulement ça, c'est la minimisation ou la justification. Si je dis que les Allemands auraient mieux fait de terminer leur boulot en 1945, je tombe sous le coup de cette loi, même si je ne nie pas les faits. Il faut à chaque fois voir si ces actes s'inscrivent dans une perspective raciste. Il s'agit évidemment pas... Non, mais le malentendu avec les historiens est parfois là, c'est qu'on a l'impression que nous nous situons, comme nous les partisans de cette extension de loi et d'autres, comme une sorte de police de la pensée qui voudrait empêcher les chercheurs, par exemple, de travailler. Non, bien sûr, la loi de 1995, elle est en vigueur depuis plus de 12 ans, il y a une jurisprudence. Des chercheurs universitaires n'ont pas été condamnés, ont été condamnés des gens qui, par leurs pamphlets, utilisaient des arguments historiques pour masquer leur haine d'une communauté. Et c'est ça le critère. Et c'est aussi ce critère-là que nous voudrions clarifier dans la loi. Bien sûr. C'est la réhabilitation de la logique raciste à l'occasion de discussions historiques. C'est tout à fait inacceptable. J'en reviens à notre propos liminaire, donc j'en reviens à l'histoire en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelques grandes figures qui ont animé d'abord le MRAP et ensuite le MRAX? Écoutez, le MRAP a été porté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par des juifs communistes. Évidemment, je pense à Yvonne Jospin, qui a été plus qu'une militante du MRAX. Elle a été la mère du MRAX. Elle a porté cette organisation pendant des dizaines d'années. Et le MRAX n'existerait pas aujourd'hui sans elle. Je pense aussi à Thérèse Mangot. Et j'y pense avec un pincement au cœur parce qu'elle nous a quittés cette année. Elle a été présidente du MRAX avant moi, une femme exceptionnelle qui a défendu la reconnaissance des minorités culturelles comme jamais personne en Belgique on a pu défendre cela. Et ça, c'est une caractéristique au MRAX, c'est qu'on a toujours combattu des causes qui étaient difficiles à entendre au moment où on les défendait, et quelques années plus tard, on se rend compte, tant sur la question de l'antisémitisme que du négationnisme, que de la reconnaissance des minorités culturelles, que bien d'autres questions, le foulard peut-être nous en parlerons. Nous allons certainement en parler. À chaque fois, le MRAX se positionne sur des questions difficiles, c'est vrai, mais peut-être à l'avant-garde, et c'est tout à notre honneur, je pense. Et encore un mot peut-être sur Thérèse, parce que c'est important. Elle avait aussi ce caractère d'être d'une grande sagesse, de faire le lien. Comme je vous l'ai dit, le MRAX est une association très pluraliste, avec donc des points de vue parfois extrêmement divergents, dont il faut pouvoir faire une synthèse. Et elle avait cette manière de faire la synthèse, notamment entre les jeunes, les moins jeunes, et les différentes générations de ce combat. Quand vous dites très pluraliste, est-ce que cela veut dire qu'il y a des personnalités de tendance religieuse ou de tendance politique très différentes, ou les deux? Écoutez, oui, c'est une petite tour de Babel. Oui. Notre conseil d'administration, vous pouvez y trouver des musulmans,
Vous pouvez y trouver des catholiques engagés, des laïcs, des athées. Donc, vraiment, les discussions sont des assez... juifs, puisque Et naturellement des juifs, il y a pardonnez-moi. le noyau du début Tout à fait. c'est un peu perpétué à travers le mouvement. à fait. Voyez les deux personnes que vous avez devant vous. Oui. Mon vice-président, si je puis me permettre, est laïque, belgo-belge, si je puis dire, formé à l'ULB. Moi, je suis arabo-musulman, je suis Formé à de Louvain, gauche. je pense. Oui, à l'UCL, c'est vrai, je suis de gauche. Personne n'est parfait. Ah, vous savez, je pense que la science n'est le monopole de personne. Donc, il est libéral, je suis de gauche. Je crois que c'est ça la force du MRAC, c'est de pouvoir faire preuve de pluralisme. Et je crois que c'est l'une des rares organisations en Belgique à faire preuve de pluralisme, ce qui est très difficile, je vous le dis. C'est très difficile de pouvoir essayer de rassembler tout le monde sur des lignes comme le racisme où la vérité n'est jamais claire. Tout est toujours en discussion, mais je pense que nous avons intérêt à rester sur cette ligne pluraliste, sinon comment peut-on parler à la société? Bien sûr. Alors, votre action, comment s'effectue-t-elle? Comment se déroule-t-elle? Que faites-vous, je dirais presque pratiquement, pour lutter contre racisme, antisémitisme et xénophobie? Quels sont vos moyens d'action? Qu'est-ce que vous faites et comment vous faites-vous connaître au grand public? Ben c'est assez difficile évidemment parce que nos actions sont diverses, mais ce que nous essayons de faire, c'est être vraiment à l'écoute des populations. Ce sont les gens qui nous interpellent, qui viennent nous voir, et c'est à cette occasion-là qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes. Qu'il y a des problèmes. Donc vous par avez rapport... un bureau d'accueil Et un et service les social et de personnes, plainte. un service social, et les personnes qui se sentent concernées par des actes racistes ou par des actes xénophobes viennent vous trouver, exposent la question, l'affaire, et qu'est-ce que vous faites alors? Voilà, on les écoute. D'abord, on essaye, parce qu'on ne le dit jamais, d'abord on essaie de voir si ce qui nous est allégué est correct. C'est ça. Nous ne Donc sommes pas des battants en guerre. Vous contrôlez la On réalité contrôle, des choses. bien sûr, parce que les gens ont peut-être trop tendance à dire que c'est du racisme, alors que des fois, c'est une discussion qui doit avoir lieu sans que... Donc on vérifie d'abord qu'il s'agit bien d'une ligne rouge franchie. Dès lors qu'on a cette certitude-là, eh bien nous voyons, soit nous plaignons, nous portons plainte, nous C'est ça. estons en Donc justice. l'une des actions, vous allez en justice et vous défendez la cause de ceux qui sont venus vous trouver par une action de caractère judiciaire. Voilà. La loi, Alors- notamment celle de 81, permet aux associations comme le MRAX et la Ligue des droits de l'homme et d'autres d'agir en justice, de manière civile, dans ce genre de cas. Quand vous dites 80, vous faites allusion à la loi Moureau, Oui, notamment, qui, vous m'avez-vous dit, a été inspirée par vos propres réflexions. Mais, enfin, pas les miennes, Non, mais non, ceux je qui veux ont dire celle du construit Mrax. le MRAX, Oui, tout à oui. fait. Parce que le MRAX a très tôt défendu 3 idées fortes. 1, l'égalité des droits pour les étrangers, notamment le droit de vote. 2, un statut pour les étrangers. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, les étrangers n'étaient soumis à aucune réglementation spécifique, ce qui donnait lieu à beaucoup d'arbitraire. Et 3, une loi qui puisse pénaliser le racisme. Et donc le MRAX a demandé très tôt, et grâce effectivement au ministre de la Justice de l'époque, M. Moureau, on a pu avoir ce coup de main pour aller au bout de notre combat. Donc vous combattez notamment en faveur des sans-papiers. Notamment en faveur des Il y a sans-papiers. d'autres associations qui le font, bien sûr, mais c'est aussi un petit peu votre cause. Il y a d'autres associations qui le font en première ligne, mais pourquoi le MRAX reste très attaché à cette question-là? C'est parce qu'on constate que dans la manière dont l'État traite les étrangers, notamment en les mettant dans des centres fermés, eh bien, cette manière-là participe à la vision globale de l'étranger, participe à la criminalisation, je dirais, de la vision de l'étranger. Et ça ne va pas. Et à la peur qu'elle entretient. Et alors, il y a aussi la question, enfin, parlons-en, il y a la fameuse question du foulard. Vous bah. dites, les enfants, les petites filles ou les jeunes filles doivent pouvoir disposer du droit de porter, même dans les écoles laïques, le foulard. Or, nous savons bien que en Belgique, il y a très très peu d'établissements dont le règlement d'ordre intérieur autorise le port du foulard. Et vous voudriez que ce soit généralisé. Alors pourquoi? Parce que si on accepte le foulard, on peut accepter plein d'autres choses. Hein. Les types de Vishnu, etc., qui viennent avec des sarraux de couleur orange. Enfin, dans les religieux, il y a toutes sortes d'attitudes un peu marquantes, un peu drôles parfois. Vous avez raison, Monsieur le maire, et nous assumons complètement la position qui est la nôtre, mais vous êtes un petit peu incomplet, si je puis me permettre. Voilà. Parce que c'est vrai que nous défendons la liberté des jeunes filles de porter le foulard.
Mais nous sommes également aux côtés de celles qui ne veulent pas le porter et qui sont forcées par leur entourage à porter le foulard. Ça, c'est inacceptable pour nous, nous le combattons. Ce que nous défendons au MRAC, c'est la liberté de porter ou de ne pas porter le foulard. Et nous défendons les deux en même temps. C'est vraiment très important parce que ça, c'est notre position globale. Alors oui, ce que nous pensons, c'est que la neutralité des services publics est un principe fondamental sur lequel il serait difficile de négocier. Mais ce principe de neutralité s'applique aux institutions, évidemment, pas aux élèves qui suivent l'école. Donc vous acceptez, par exemple, pour une infirmière dans une institution hospitalière, donc pas de foulard pour l'infirmière ou pour la responsable d'un bureau, etc., et dans l'administration fiscale ou dans une autre administration quelconque. Mais vous dites pour les élèves, là, il faut la possibilité pour les élèves de porter le foulard dans l'école. Le problème ne se pose pas exactement dans les mêmes termes, simplement. L'élève, il est consommateur du système d'enseignement. Il n'est pas dans la posture de quelqu'un qui a choisi un emploi ou qui choisit, de s'affilier à un emploi où il sait qu'il devra, par exemple, afficher une certaine conception de la neutralité. Et pour être tout à fait honnête, le MREC ne s'est pas encore exprimé sur les agents de l'autorité publique qui souhaitent exprimer leurs convictions. On n'a pas encore entamé ce débat-là, nous allons le faire. Pour l'instant, nous sommes, comme François l'a dit, nous sommes dans des situations très simples pour nous, c'est-à-dire des usagers du service public qui veulent pouvoir exprimer leurs convictions religieuses ou philosophiques. Ça, effectivement, nous sommes à leur côté. Mais, et ça je tiens aussi à insister, monsieur le maire, dans le respect de limites. Nous n'accepterons jamais, par exemple, qu'au nom d'une conviction religieuse, une jeune fille porte la burqa. Ça, c'est inacceptable. Il faut bien se rendre compte que quand même, dans une école, on doit identifier les élèves. On est en droit également d'exiger que les élèves respectent le programme scolaire, par exemple. Donc, il y a des limites. Quand vous dites « respecte le programme scolaire », ça veut dire accepte, par exemple, l'exposé de théories scientifiques sur l'origine de l'homme. Enfin, accepter, qui accepte Darwin, mais en tout cas, accepte qu'on en parle. C'est ça. Il faut accepter Que le professeur de biologie, par exemple, ou d'histoire des sciences, expose d'autres théories que les théories créationnistes qui sont reconnues par les religions monothéistes. Absolument, ça ne souffre d'aucune exception, mais il faut aussi également, et j'attire l'attention des responsables d'école, c'est très important, il faut éviter à avoir une position trop dure. Si vous avez des élèves qui contestent Darwin, il faut essayer de faire preuve de pédagogie avec les élèves au lieu de simplement les expulser, et voilà, le problème est réglé. Donc faisons preuve à donner l'exemple dans une école. Dans les écoles, on expulse les élèves qui sont contre Darwin, qui sont contre Aristote, qui sont contre n'importe quoi. Non, mais quand elle porte le foulard, on a trop tendance à dire « Ah oui, mais c'est parce que vous portez le foulard ». Donc veillons à être raisonnables en toutes circonstances. Oui, monsieur De Smet, bien sûr. Si je peux ajouter un élément. Le vrai problème de l'école aussi, c'est qu'on puisse s'y faire davantage rencontrer les convictions et les confessions et avoir un vrai espace de débat. Dans les positions du MRAC, il y a notamment la création, en lieu et place des cours de morale et de religion habituels, un cours commun de philosophie, d'histoire comparée des religions et d'anthropologie. Parce que c'est quand même troublant de militer pour une école laïque et d'en même temps ne pas s'étonner que l'on sépare les élèves par conviction religieuse en plus, au seul moment où ils discutent de vraies questions. Moi, je pense que s'il y avait un espace où on puisse discuter de ce que c'est que les 5 piliers de l'islam, de ce que c'est que le Yom Kippour, de ce que c'est même que les fêtes, que l'histoire religieuse chrétienne, de l'apprendre les uns des autres, l'ignorent, ce qui se passe dans l'autre système. Tout à fait. Je pense qu'on décrisperait tant dans le chef des jeunes filles qui portent le foulard que de ceux qui ne l'acceptent pas, on décrisperait quand même beaucoup. Mais nous avons fait ensemble d'ailleurs une émission là-dessus. Dans une autre vie, tout à fait. Il y a quelques mois. Et je vous dis, monsieur le maire, avec un clin d'œil, sur le fait que je regrette quand même que le MRAC n'ait pas été soutenu tant par l'exécutif des musulmans que par le Centre d'action laïque et par les autres chefs de culte, entre guillemets, parce que nous trouvons vraiment que c'est court. Oui, mais nous n'allons pas aborder cette question-là maintenant, parce que ça pourrait faire l'objet de toute une émission, mais vous savez bien que les laïcs, sur ce point-là, ne sont pas d'accord avec le MRAC. Beaucoup de laïcs refusent absolument toute promotion très visuelle d'articles religieux quelconques, que ce soit la kippa, que ce soit le foulard, etc., etc. Mais je voudrais revenir au sujet de notre émission. On a dit action judiciaire que vous intentez devant les tribunaux, mais vous faites aussi des campagnes de presse. Dans un passé récent et dans l'avenir, quels sont les thèmes de vos campagnes ? Effectivement, elles dépendent des sujets qu'on traite en fonction de l'actualité, mais nous menons des fois des campagnes très générales de sensibilisation contre le racisme, et puis nous menons des fois des actions
plus spécifique pour essayer de stimuler le débat. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le racisme n'est pas un dogme. C'est une question qui doit être débattue pour pouvoir être partagée largement. Et donc la semaine d'action contre le racisme que nous avons initiée l'an dernier, nous l'avons renouvelée cette année au mois de mars, c'est une superbe action. Plus de 70 partenaires, sans activité, où à chaque fois on se pose la question de comment va-t-on lutter contre les discriminations à l'emploi? Faut-il des discriminations positives? Qu'est-ce qu'on pense du foulard? On en fait trop ou pas assez? Sur le négationnisme, est-ce qu'on a raison ou pas de se braquer sur ces questions-là? Faut-il pénaliser la liberté d'expression dès lors qu'elle est violée par des opinions racistes? L'extrême droite, comment traitons cette question-là? Enfin, plein de questions sur lesquelles il est difficile d'avoir des solutions toutes faites. Eh bien, les campagnes nous servent à créer le débat. Alors ces campagnes, elles se font notamment, elles se produisent, elles s'effectuent par la diffusion d'affiches. Vous diffusez autour de vous des affiches. Alors quels sont les thèmes des affiches récentes? Quels sont les graphismes que vous avez recherchés? Quelles sont les idées que vous avez voulu montrer à travers les affiches que vous avez répandues et diffusées? Je prends un exemple, puis oui. je laisserai François citer un autre exemple qui l'aurait interpellé. Celui qui me plaît beaucoup dans ce que nous avons fait récemment, c'est l'affiche de la Semaine d'action contre le racisme, où vous avez un thermomètre avec une gradation, discrimination, exclusion, expulsion, génocide. Alors nous voyons que la situation est tellement difficile, tellement confuse en Belgique, qu'à un moment donné, le mercure explose. Il explose et prend la forme... Et on voit d'ailleurs à l'écran l'explosion voilà, du et prend la forme de sang, parce oui. que le racisme mène aussi au sang, comme nous l'avons vu dernièrement dans les violences racistes à Anvers, ou comme nous l'avons vu pour le génocide des Juifs, par exemple, en 40-45. Eh bien ça, je trouvais que c'était une image extrêmement parlante, et elle a beaucoup plu effectivement au public, parce qu'elle nous permet d'enclencher le débat. Et alors très récemment, vous avez mené une action au mois de mars 2007. Très récemment, vous avez mené une action sur quel thème? Sur la reconnaissance des minorités culturelles. Qu'est-ce que c'est, ça, les minorités culturelles? Parce que je pense qu'un francophone d'Anvers, c'est quelqu'un qui fait partie d'une minorité culturelle. Vous avez absolument raison. Est-ce que vous défendez les francophones d'Anvers? Absolument, vous avez absolument raison. C'est quoi une minorité culturelle? En substance, c'est un groupe minoritaire par définition qui est dépositaire d'un héritage culturel qui est sensiblement différent de la majorité des gens au sein desquels ce groupe minoritaire vit. C'est ça, les minorités culturelles. Or, ce que nous constatons en Belgique, c'est que de plus en plus, le Vlaams-Belang, avec son principe « Anpassen of terugkeren », vous devez vous adapter ou vous dégager, de plus en plus la société va vers l'assimilation. Et ça, nous disons non. Nous disons non, les gens d'origine étrangère sont chez eux aussi. Et pour être chez eux, ils doivent aussi pouvoir s'exprimer dans leurs différences. C'est ce que disait, si je puis me permettre aussi, Amin Malouf, dans Les identités meurtrières. Si vous êtes dans une société où vous vous sentez réellement brimé, où vous souffrez de discrimination à l'embauche parce que même à nationalité acquise égale ou à diplôme égal, vous ne trouvez pas d'emploi, et si vous vous sentez rejeté en permanence, alors vous allez développer, peut-être à l'excès, un certain nombre de caractéristiques culturelles. Par contre, si on vous laisse une certaine liberté de manifester votre culture, votre religion, eh bien, il est beaucoup plus facile d'instaurer une citoyenneté à double strate, avec un espace commun où nous avons tous les mêmes droits et devoirs, et une identité privée, mais faisant l'objet d'une certaine reconnaissance. Et tout ceci se déroule de manière beaucoup plus harmonieuse. Mais ces minorités, quelles sont-elles aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez en citer dans la réalité? Est-ce que les Sikhs, par exemple, il y a quelques milliers de Sikhs qui vivent en Belgique, est-ce que vous considérez que c'est une minorité culturelle, par exemple? Ces gens qui viennent d'Inde et qui appartiennent à une minorité religieuse en Inde. Mais écoutez, tout dépend évidemment du lieu où on se trouve. Vous êtes plus savant que moi sur la question des Sikhs et vous m'avez fait remarquer qu'à Tire-le-Mont, il y a 5000 Sikhs. Oui. C'est extraordinaire évidemment. Alors dans une population de plus ou moins 40 000 habitants, je pense, on peut dire que les Sikhs sont une minorité culturelle qui doit pouvoir, par exemple, trouver des livres dans la bibliothèque communale en lien avec leurs convictions. Parce que je vois le danger de la défense des minorités culturelles. Nous savons très bien qu'il y a des sectes et que ces sectes pourraient se présenter comme des minorités culturelles. Tout à fait. Je ne vais pas citer de nom pour l'instant à notre émission. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a des sectes qui
qui pourrait tirer argument de cela, je veux dire. Mais vous savez, il ne suffit pas d'invoquer la liberté religieuse ou la liberté d'expression ou la liberté de ses droits culturels pour pouvoir avoir pignon sur rue et avoir le soutien du MRAX. Non, il faut effectivement pouvoir défendre ses opinions culturelles, son héritage, son patrimoine religieux dans un cadre qui est le cadre des droits et libertés de notre pays, tout simplement. C'est aussi simple que cela. Enfin, aussi simple. Il faut toujours en discuter, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur qu'on sombre trop rapidement dans le communautarisme ou dans le sectarisme. Je pense que la majorité des gens dans notre pays sont raisonnables. Ma dernière question. Qu'est-ce que vous considérez comme votre plus grande victoire, comme votre plus grande réussite dans l'action que vous avez menée, on l'a dit tout à l'heure, depuis plus de 60 ans? Si c'est depuis plus de 60 ans, j'imagine qu'on va d'abord parler du fait qu'on a obtenu des avancées législatives majeures. Donc la loi Moreau. Il y a la loi Moreau, il y a aussi la loi de 80 sur le statut des étrangers. Rien n'existait avant. Ou je pense encore à une très vieille revendication du MRAX qui a été concrétisée il y a finalement peu de temps, c'est l'obtention d'un droit de vote pour les étrangers, européens d'abord et non européens ensuite, aux élections communales. Je pense que quand on fait le bilan, on peut constater, comme le disait Radouane, qu'on a souvent raison et on finit par arriver à une traduction législative de certaines de nos victoires avant la lettre. Pour moi, c'est le fait d'avoir été un mouvement pluraliste pendant 60 ans. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je vous remercie d'avoir parlé aujourd'hui du mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.